CIRAD et l'INRA ont mené des prospectives mondiales à l'horizon 2050 pour essayer de voir à quelles conditions on arrive à tenir l'équation, à la fois d'arriver à nourrir tout le monde et en même temps de faire face aux enjeux du développement durable. Et la conclusion, elle est assez claire. Il faut à la fois changer les modes de production et les modes de consommation. Bon voilà, je m'appelle Nicolas Bricasse, je suis chercheur socio-économiste au CIRAD. Le CIRAD, c'est un centre de recherche qui travaille sur les questions agricoles, alimentaires, environnementales, sur la biodiversité, mais à l'échelle internationale, et en particulier dans les pays africains, latino-américains, asiatiques. Et puis en même temps, je suis titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, au pluriel, alimentation. La chaire UNESCO, en fait, c'est un programme de formation, de recherche et de dialogue entre sciences et société sur les questions d'alimentation durable et qui s'intéresse en particulier à la question des politiques alimentaires urbaines. Bon, il y a plein de défis, bien sûr, environnemental, réchauffement climatique, pollution, baisse de la biodiversité. On sait que notre système alimentaire dit industrialisé a permis l'extraordinaire performance de nourrir 7 milliards d'habitants aujourd'hui, donc de faire face à l'accroissement démographique, mais au prix d'une dégradation de l'environnement, d'un épuisement des ressources, d'une érosion de la biodiversité et que on ne pourra pas continuer, on ne pourra pas généraliser ce modèle à l'ensemble de la planète à terme. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'inventer un nouveau modèle alimentaire, un nouveau modèle à la fois de production agricole qui va se passer des ressources non renouvelables et revoir nos modèles de consommation. On gaspille trop. Près de 30% de la production alimentaire aujourd'hui est peu utilisé pour l'alimentation. On produit aujourd'hui plus que nécessaire sur la planète. Et puis sans doute, il va falloir aussi réduire la consommation des produits animaux et des produits qui incorporent beaucoup de ressources non renouvelables, justement. Donc ça veut dire aussi sans doute réduire nos emballages, réduire le plastique. Les villes ont par exemple des marges de manœuvre, elles ont des leviers avec lesquels elles peuvent jouer pour transformer nos systèmes alimentaires. Elles peuvent jouer sur le foncier pour faciliter l'accès à de la production agricole, à des jardins partagés, faciliter de l'installation d'agriculteurs. Donc elles ont le levier du foncier. Elles ont le levier de la cantine, de la restauration collective. Qui ne sont pas simplement des lieux où on va fournir des aliments diététiquement bons pour les enfants, mais dans lesquels on va apprendre des nouvelles normes sociales sur ce que ça veut dire le bien manger. Et ça s'apprend dès l'enfance. Et la cantine, de ce point de vue-là, est un lieu d'apprentissage fantastique. Les villes ont aussi dans leurs mains des politiques qu'on appelle d'urbanisme commercial. Est-ce que je facilite l'installation ou la possibilité de mettre un marché paysan dans un quartier, de mettre du commerce de proximité, ou est-ce que je mets simplement des supermarchés en périphérie? Et la façon dont les villes façonnent notre paysage alimentaire façonne derrière nos routines alimentaires, facilite la possibilité pour nous de manger autrement. Et puis elles gèrent des déchets. Les gens mangent, les excréments humains sont des ressources de fertilisation pour l'agriculture qui sont aujourd'hui très difficilement valorisées parce que ressources polluées, qu'il faut apprendre à dépolluer, mais qu'on va devoir réutiliser. Il y a effectivement des initiatives citoyennes qui fleurissent un peu partout, avec des gens, des citoyens, des entrepreneurs, entrepreneurs sociaux ou entrepreneurs tout court, qui essayent d'inventer des nouvelles façons de produire, de transformer, de distribuer, de se restaurer. Et c'est un fantastique laboratoire vivant d'expérimentation pour faire autrement. On a plusieurs scénarios possibles. On peut imaginer que ces initiatives vont se multiplier à l'infini et vont finir par occuper tout l'espace. Je pense que les initiatives ne pourront pas occuper tout l'espace parce que le reste du conventionnel a une capacité aussi de s'inspirer de ces initiatives.
de les transformer en produits marchands, comme a su le faire le capitalisme depuis très longtemps, c'est-à-dire absorber sa propre critique. Dans le commerce équitable, au départ, c'était des projets très alternatifs, et puis la grande distribution, elle a été capable d'utiliser un label équitable pour transformer au départ cette aspiration alternative au capitalisme en un produit du capitalisme. C'est une autre option, c'est un autre scénario possible, qui à mon avis est plus probable, compte tenu des forces en présence. Dans tous les cas, moi, il me semble qu'on ne peut pas imaginer que seules les initiatives citoyennes vont suffire pour faire bouger le système. Si à un moment donné, les politiques ne prennent pas aussi des mesures. Et la crainte même, c'est que finalement, si chaque citoyen fait un petit effort, éteint la lumière en sortant de chez lui, éteint son écran d'ordi, mange quelques salades bio venant d'un panier d'AMAP, finalement, assez vite, il sature sa préoccupation environnementale et sociale et qu'il laisse le reste du système continuer comme il est. Il y a aussi des forces politiques, il y a aussi des forces économiques qui craignent de devoir changer, qui maintiennent aussi un peu le statu quo parce qu'elles n'ont pas forcément une vision sur comment elles pourraient complètement transformer le système. Il faut beaucoup aussi s'appuyer sur ceux qui sont en train d'amorcer la transition vers l'agroécologie, de regarder comment ils ont fait, de tirer leçon de la façon dont ils ont réussi à le faire. Et puis il faut les accompagner politiquement et financièrement. La politique agricole commune aujourd'hui, c'est des millions d'euros et c'est des millions qu'on pourrait aussi davantage utiliser à financer le coût difficile et élevé de cette transition, c'est-à-dire l'expérimentation de nouvelles solutions, souvent à des échelles plus grandes que les petites solutions qu'on voit fleurir un peu partout. Financer la recherche pour aussi trouver des solutions techniques à un certain nombre de pathologies, à un certain nombre de maladies des plantes qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Donc il y a, à mon avis, à travailler avec eux et pas contre eux, c'est clair.